moi, je me suis dit, je vais habiter là-dedans. On sort cet immeuble d'une vision capitaliste de l'habitat. Mais en même temps, en y habitant, je sors d'une vision capitaliste de ma manière de vivre, parce que ces espaces qui sont comme une matrice souple, c'est le contraire de la propriété privée, où là c'est chez moi, et puis là c'est chez toi, quoi. Et il y a un mur, et là il n'y a plus de mur. Il y a une espèce de souplesse qui Mm. fait on a nos endroits intimes et qui restent intimes, et ça je pense que tout le monde hein, dans l'habitat ouvre pas la porte du voisin en disant coucou, je viens m'installer pour manger, quoi. Vraiment pas. Chacun a vraiment à cœur de respecter l'intimité de chacun. Mais après, il y a cette ouverture à cette espèce de fluidité d'être et de faire que j'ai jamais trouvé ailleurs. Et ça, pour moi, on est déjà sorti du capitalisme. Il y a des petits îlots comme ça de gens qui réfléchissent et qui vivent autrement les choses, quoi. Et ça, c'est une expérience vivante, Mm. c'est pas une théorie, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Ce mois-ci, j'ai échangé avec Marie-Ange et Thomas, habitants et coopératrices d'Abricop à Toulouse. Vous connaissez peut-être déjà l'habitat participatif, mais connaissez-vous l'habitat coopératif ? Avec eux, nous détaillons avec pédagogie, je l'espère, les nuances entre ces deux types d'habitat partagé, ce que cela change en termes de notion de propriété, de mixité sociale induite, en termes de gouvernance, de montage économique, d'accueil des nouveaux habitants. Ils livrent aussi avec sincérité et enthousiasme ce qui les mobilise. Ils parlent de leurs projets. Je dois vous dire que cet échange m'a donné beaucoup d'espoir. C'est un très beau témoignage du vivre ensemble. Il y a peu d'épisodes où j'ai ressenti de telles émotions en enregistrant. Celui-là en fait partie et j'ai hâte que vous l'écoutiez, alors je n'en dirai pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Thomas, bonjour Marie-Ange, je suis ravie de vous avoir à mon micro ce matin. Bonjour. On va parler habitat partagé ce matin, mais avant de démarrer et de se lancer dans le vif du sujet, on va partager un petit brise-glace, un brise-glace sonore, puisqu'on est sur un média audio, donc j'aime bien partager cet outil piqué à une autre consoeur podcasteuse. Donc je vais vous partager trois sons, et à partir de ces trois sons, vous allez me dire celui qui, ce matin, ou alors en règle générale, vous fait écho en vous, enfin vous provoque une émotion particulière, et vous allez m'indiquer lequel et pourquoi. Et c'est parti. Le premier. Et le troisième. Alors, qui c'est qui se lance? Bon, je vais me lancer. J'hésite entre le 2 et le 3. La mer et la mer. Voilà. Le un, j'ai pas du tout aimé. Mm, ok. Et moi, je trouve que la mouche a un côté agaçant qu'on essaye de chasser comme ça. Mhm. Quand on l'écrase pas, c'est déjà bien. Et le cœur, je trouve que c'est finalement un son plus artificiel de stéthoscope. Et puis, ça peut renvoyer à une certaine angoisse de ces moments où on a besoin aussi de vérifier l'état du cœur. Alors que le matin, comme ça, puisqu'on enregistre en matinée, le bruit naturel de l'eau et de la vie qui se réveille, c'est agréable. Ça va bien Mm, avec, je trouve. mm. Très bien. Et qu'est-ce qui pourrait représenter d'ailleurs dans ces trois sons l'ambiance à Abricop? Ah, Si on le change un peu de rucksack. point de vue. Ouais, je sais pas, le On ressac est, de l'eau, on n'est pas pour en moi. bord de fleuve, hein, de fait, mais on a des bruits d'oiseaux, ça c'est vrai. Abricop est installé dans un écoquartier et plusieurs de nos voisins sont actifs à la Ligue de protection des oiseaux ou avec ces voisins-là et mettent des nichoirs, des boules de graisse pour aider les oiseaux à passer l'hiver, etc. Donc on a un certain nombre d'oiseaux ici.
On n'est pas envahi par les mouches, on a trop de moustiques, c'est propre à tout le sud et à beaucoup d'endroits là actuellement. Mais voilà, on ne peut pas dire que c'est particulièrement des sons qu'on entend ici, à part un peu les chants d'oiseaux. Très bien. Oui, parce que vous allez vous présenter à Bricop, mais vous êtes situé à Toulouse. Mm. Voilà. Eh bien, on va se présenter. Enfin, vous allez vous présenter. Je vous propose de faire une présentation croisée, si vous acceptez. Eh ben, je vous laisse œuvrer. Alors, Thomas. Alors, Thomas, c'est un des fondateurs de cette coopérative d'habitants qui est là depuis le tout début, hein, je pense. Donc, ça fait combien de temps que tu œuvres? Fin 2007. Voilà. Euh, il est un des piliers, voilà, Ouais. et il s'est beaucoup occupé du juridique, du financier, et des domaines dans lesquels moi je suis tout à fait néophyte. Et voilà, c'est en grande partie grâce à lui si on habite ici actuellement et qu'on s'y trouve si bien, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, moi je serais plus modeste que ça, ayant vécu toute la période depuis 2007, parce qu'en fait, on a toujours été au moins une douzaine ou une quinzaine de ménages à travailler sur le projet, même si il n'y a plus tellement de survivants du début. On est quand même quatre ménages des premières périodes, 2007 à 2009, là, à être restés jusqu'au bout. On a simplement eu un décès il y a un an, là, d'un homme très âgé. Et puis, on a une dame retraitée et un couple avec jeunes enfants qui sont toujours là aussi et qui étaient arrivés dans cette période du début. Donc, je suis loin d'avoir le monopole. Mon épouse a été très active aussi depuis 2007 pour la réussite de tout ça. Et Marie-Ange est arrivée un peu plus récemment, après que le projet soit stabilisé dans l'espace, mais ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'elle est très impliquée et qu'elle est elle aussi devenue un pilier incontournable de cette coopérative déjà créée depuis 2014. Pour le coup, on a créé la société coopérative et on habite dans un immeuble qu'on a fait construire et co-défini avec nos architectes depuis début 2018. Et Marie-Ange habite ici avec son mari Patrick. Et ils ont la particularité d'avoir laissé une maison individuelle en zone périurbaine, dans le Lauragais, là, en direction de Carcassonne, pour venir habiter en ville. Non pas d'abord de ce qu'on a eu comme discussion avec eux, parce qu'en anticipant un vieillissement physique qui nécessiterait ça, mais vraiment pour rejoindre ce collectif et cette coopérative d'habitants qui correspondaient bien à leurs aspirations. Et de fait, depuis, ils participent beaucoup à plein de moments de la vie collective, aussi bien pour gérer la coopérative ou la représenter, comme on fait avec vous ce matin, que pour proposer des temps collectifs de vie juste pour le plaisir, sans que ça soit un travail nécessaire à notre vie commune. Mm. Oui, donc du coup, tu as présenté déjà un peu à Bricop. Donc, c'est un projet qui date déjà d'un bon bout de temps, qui s'est installé au cœur de Toulouse. Euh, comment, euh, comment est née l'idée, enfin, de quel constat vous avez tiré tous ensemble, voilà, comment est née l'idée en fait? Quel est le constat que vous avez tiré et quelle est du coup la réponse que vous avez souhaité donner à ce constat? Alors, l'idée, elle est pas née ici. Les coopératives d'habitants existent massivement à l'étranger, dans certains pays, en Suisse, pas très loin de nous, au Québec, un peu plus loin, en Uruguay surtout, encore un peu plus loin, depuis plus de 50 ans. Euh, et en France, quelques personnes, pas loin de la Suisse, du côté de Lyon, avaient entendu parler de ce qui se faisait en Suisse ou au Québec, et ont souhaité creuser le sujet. C'était une initiative à la fois de la société civile et d'élus écologistes et communistes à la région Rhône-Alpes à l'époque, qui ont voulu euh, envisager de faire la même chose en France à nouveau. Le statut de coopérative avait existé pour l'habitat en France jusqu'en 1971, et puis une loi pompidolienne avait complètement cassé cette dynamique. Quelques projets d'habitat groupé avaient perduré dans les années 80, mais c'était plutôt des choses qui finissaient en SCI ou en copropriété. Et le renouveau des coopératives, c'est dans les années 2000, avec cette grosse effervescence
d'économie sociale et solidaire, là, la création des AMAP, la création des sociétés coopératives d'intérêt collectif, la création des coopératives d'autopartage, du commerce équitable, etc., des jardins partagés. Et c'est dans ce moment-là que les coopératives d'habitants aussi se développent. Et donc, on va retrouver une première réalisation qui se concrétise en 2013 avec l'arrivée des habitants à Villeurbanne, sous le nom du village vertical de Villeurbanne, qui dit bien l'état d'esprit, je trouve, qu'on cherche à faire. Et en 2007, il se trouve que les deuxièmes rencontres des coopératives d'habitants nationales ont lieu à Toulouse. Et donc, on est quelques-uns à se connaître de par des engagements précédents pour développer le vélo, pour faire naître de l'autopartage. À l'époque, les coopératives d'habitants, c'est un milieu un peu confidentiel en France et c'est le Forum régional de l'économie sociale et solidaire de Midi-Pyrénées qui héberge les rencontres nationales des coopératives d'habitants. C'est un petit amphilatéral, quoi. Et donc, on est quelques-uns à se trouver là et à réaliser qu'on se connaît. Donc, on monte un groupe à Toulouse un peu dans la foulée de cet événement national et en découvrant vraiment ce statut de coopérative qui est plus puissant finalement qu'un simple habitat participatif. Et qui permet non seulement de partager un local de bricolage ou une grande salle commune ou une chambre d'amis, mais qui permet aussi de partager jusqu'à la propriété du bien et de faire sortir l'immeuble de la loi du marché qui prévaut dans l'immobilier. Et donc, ça permet d'avoir un droit fondamental, le logement, qui est considéré comme un droit fondamental et comme un bien commun, et non pas comme un objet de spéculation. Et ça permet durablement de rendre les logements qu'on produit avec ce statut accessibles à tous les patrimoines et à tous les revenus. On y reviendra un peu plus dans la précision tout à l'heure, mais c'est très intéressant effectivement de s'extraire de ce marché immobilier et d'avoir une certaine, ce qu'on pourrait peut-être appeler autonomie ou indépendance. Enfin, on en rediscutera un peu plus précisément tout à l'heure. J'ai envie, je démarre souvent aussi mes échanges avec mes invités avec une question qui va vous concerner tous les deux cette fois-ci, Marie-Ange et Thomas. Vous êtes du coup témoins au quotidien de coopération humaine au sein d'Abricop. Et quand vous êtes témoin de ça, quand vous prenez un peu de recul, que vous vous placez un peu en spectateur, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous traverse quand vous voyez des coopérations se faire et sous-entendu bien se dérouler? Mais en fait, là, j'ai une amie qui vient pour la première fois et qui découvre Abricop et tout ce qu'il y a autour, hein, parce qu'il n'y a pas qu'Abricop, et elle est enthousiaste, quoi. Il y a quelque chose de très porteur dans le sens où c'est constamment un échange de savoir entre... Là, Thomas a dit des choses que je ne savais pas sur, sur les débuts de la coopérative, un échange de biens aussi. Est-ce que tu as du sel, du poivre, une machine ou un échange de services aussi. Est-ce que tu peux garder les enfants 5 minutes parce que je vais faire quelque chose ailleurs? Donc, pour moi, c'est une espèce de ruche d'abeilles qui est toujours en mouvement et qui se déploie non seulement au sein d'Abricop, mais au sein de l'habitat participatif dans lequel on est inclus. La coopérative est inclue dans il y a 3 autres bâtiments qui sont en habitat participatif. Et au sein du quartier maintenant, parce que vraiment on se déploie aussi, il y a en fait plein de projets. C'est pas pour se vanter, comme on dit chez nous, mais je veux dire, il y a plein de projets dans le début. Enfin, l'initiation vient de quelqu'un des 80, de l'habitat participatif ou d'Abricop, quoi. Donc, il y a, moi, je peux passer une semaine sans sortir de mon quartier, tellement il y a de choses à faire dans le quartier. Comme ce matin, je n'étais pas prévue pour cette interview, mais voilà. Donc, pour moi, c'est quand je parlais de la mer et du ressac, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements comme ça où on est tous ensemble, puis hop, on revient dans nos appartements, là, on a notre intimité, parce que ça, c'est très, très respecté par les uns et les autres. Et puis, boum, on est remporté par une autre vague qui nous emporte vers d'autres projets. Et enfin, pour moi, en tant que retraité, c'est extrêmement stimulant, quoi, parce que je suis pas en train de me rétrécir dans ma maison du Lauragais où j'adorais cette maison, j'adorais mon jardin et tout, mais c'est une autre dynamique dans ma vie qui est rentrée avec Abricop et j'en suis très heureuse parce que si on apprend en vieillissant, ça veut dire qu'on apprend jusqu'à la mort et que
on aura une mort plus douce peut-être, enfin en tout cas une vieillesse plus agréable, ça c'est sûr. Voilà. Thomas? Ouais, le fait est effectivement que le vieillissement ici est vécu comme une alternative à la maison de retraite par une partie des personnes qui sont rentrées dans le groupe. On a même le cas d'une voisine qui habite ici et qu'on a pu aider dans une sale période pour elle où elle était très coincée par une sciatique, etc. Pendant le confinement aussi, où on allait faire les courses pour les personnes âgées qui avaient peur de sortir et d'être contaminées. Il y a eu toute cette période un peu flippante au début, là où on maîtrisait mal le niveau de dangerosité encore. On était un peu reclus. Et puis, on a eu cette première expérience d'accompagner jusqu'à la mort un voisin en le maintenant à domicile le plus longtemps possible. Il est parti à l'hôpital à la toute fin, mais après une fracture, quoi. Il a vraiment fallu et même la fracture, s'il avait vécu seul chez lui, sans voisin le connaissant, peut-être que l'époux de Marie-Ange ne serait pas arrivé en courant pour le secourir aussi immédiatement que ça s'est produit, quoi. Donc cette coopération, elle va loin dans les engagements réciproques. Et pour revenir à cette voisine dont je parlais au début de ma phrase, elle a quitté une résidence senior pour venir habiter ici. Ça peut aller jusque-là quand on parle de coopération de voisinage. Et puis par ailleurs, même si on traverse une période de handicap, de maladie, etc., de troubles psychiques, il vaut mieux habiter ici qu'ailleurs. On bénéficie de sacrées solidarités, de voisinage, d'activités qui aident à remonter la pente, etc. C'est des solidarités fortes. Même si on n'est pas dans un écolieu rural où il y a aussi des activités de production, d'autosuffisance, etc. Même en ville, on arrive à faire des sacrées choses. Mm, mm. Oui, complètement. Ça répond à la solitude des villes qu'on entend souvent aussi dans les médias ou dans certains journaux. Oui, complètement. Euh, on va peut-être parler de choses un peu plus techniques maintenant, mais euh, comment la gouvernance s'organise en fait? Parce que souvent, quand on entend coopération, et notamment l'habitat participatif, on pense tout de suite à la gouvernance, comment sont prises les décisions, comment sont gérés les conflits, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment la gouvernance est organisée à Bricop? Alors, je vais peut-être commencer par dire que c'est pas du tout pareil en phase de conception, c'est-à-dire les années qui précèdent l'entrée dans les lieux, et la gestion, c'est-à-dire une fois qu'on habite et qu'on est en vitesse de croisière. Pendant toutes les années de conception, on a vraiment eu un travail qui consistait à se réunir à intervalles réguliers alors qu'on n'était pas tous au même endroit sur le plan résidentiel. Et là, on était très organisé avec un rythme de réunion un peu soutenu et des commissions qui se mettent en place dans le temps. Une qui était vraiment basée sur l'accueil des nouveaux et la communication. C'est toujours très important de faire vivre un groupe d'une taille suffisante et de rester ouvert à l'extérieur, de ne pas être sur l'entre-soi, de réunir des gens qui viennent pour adhérer au projet et non pas parce que c'est des copains. Pour l'essentiel, on ne se connaissait pas du tout les uns ou les autres. Marianne, j'ai peut-être une exception parce qu'elle était orthophoniste, elle connaissait une autre orthophoniste du groupe, donc il y a eu comme ça un peu de rapport humain lié à son arrivée, mais et puis deux voisins qui sont frangins l'un l'autre, quoi. Donc il y en a un qui est arrivé avant l'autre et qui l'a dit à son frère. Mais c'est vraiment les exceptions pour confirmer la règle. Les autres sont arrivés pour adhérer au projet suite à nos entreprises de communication vers l'extérieur. Et puis, ce premier groupe-là, qui est pour rester ouvert. Un deuxième plutôt effectivement financier et juridique, parce que c'est quand même crucial pour réussir à concrétiser le projet. Le plus compliqué, finalement, c'est pas le statut coopératif, la propriété collective, etc. C'est de mixer dans une même cage d'escalier des gens de tous les patrimoines et de tous les revenus. Le droit français et les financements en France sont faits pour produire autre chose que cette mixité, quoi. C'est le plus compliqué, c'est de fabriquer la mixité sociale. Et puis le troisième aspect, c'était plutôt tout ce qui est technique, relation avec les architectes, les entreprises, etc. Le bailleur social, qui est une émanation du conseil départemental, en fait, qui nous a servi de promoteur. Et donc ça nécessitait d'approfondir les sujets de l'acte de construire. Et puis, qu'est-ce que j'oublie qui était très important dans cette période-là? Le projet de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Le projet architectural et le fonctionnement des espaces partagés, visiter des coopératives à Genève, etc. Et être comme ça en relation avec d'autres groupes en France à travers une fédération qui s'appelle Abicop pour préfigurer ce que ça va être de vivre ensemble. Et puis,
commencer à vivre ensemble dans les moments de temps en commun qu'on a pendant toutes les années qui précèdent, qui sont des réunions, des journées entières, des week-ends, et qui nous permettaient déjà de nous apprivoiser et de bien nous connaître avant même de partager un même immeuble, même si c'est pas une communauté, hein, à Brécop, les coopératives d'habitants, c'est des endroits où chaque ménage peut avoir son logement, sa vie personnelle et partager seulement un lave-linge au quotidien. Mais il y a aussi beaucoup de moments où on se réunit pour le plaisir ou pour travailler ensemble et où c'est important de savoir le faire bien, y compris sur le plan de comment on prend les décisions ensemble, le consensus, effectivement comment on gère un conflit. Et pour le coup, sur la vie ensemble, j'ai rien de plus à dire que Marie-Ange qui a tout vécu comme moi depuis 2018 et qui va pouvoir en témoigner. Oui, bah, Oui. les réunions, enfin, il y a 4 réunions maintenant depuis qu'on habite ensemble. Il y a 4 réunions par mois. La première, c'est une réunion de décision. Mm. On prend les décisions. Alors, tu parlais de consensus et ça peut être aussi du consentement, c'est-à-dire que personne n'est contre la décision, même si Mm. tout le monde, s'il y en a certains qui peuvent hésiter un petit peu, voilà, pour que vraiment on n'ait pas besoin de voter, c'est-à-dire Mm. que l'ensemble de la commune, du commun, là, soit d'accord pour cette décision-là. Et après, on a une décision qu'on appelle triage, c'est-à-dire c'est tous nos projets actuels, où est-ce qu'on en est de chaque projet qu'on a en route. Et ça, c'est juste lister les choses qu'on a à faire durant le mois qui arrive. La troisième réunion, en fait, c'est une réunion qu'on a avec nos voisins de l'habitat participatif, où on prend les décisions aussi ensemble pour les espaces communs, pour les activités, tout ça. Et la quatrième, c'est ce qu'on appelle la réunion sourire grimace, qui pour moi est celle qui permet le plus que, que l'entente entre voisins puisse continuer, quoi. C'est tout ce qui nous a gratté durant le mois et tout ce qui nous a donné du bonheur dans Mm. le vivre ensemble, voilà. Et, et voilà, je crois que c'est... Et Ouais. oui, et puis s'ajoute à ça après des moments de groupement d'achat, d'agrumes, de pain ou autre, pour ceux qui veulent, des moments de méditation proposés par Marie-Ange et son mari, pour ceux qui veulent, etc. Il y a beaucoup de choses à la carte Mm. auxquelles on participe si on veut, quoi, des moments de discipline, de méditation orientale, enfin il y a vraiment un peu de tout là-dedans. C'est très large, quoi, des soirées thématiques. Le vin de chaque mois, on appelle ça le vin du mois VIN, on se réunit à Mhm. 20h20 et on boit un coup et on parle d'autre chose, quoi. Et chaque fois, on choisit un sujet différent. La dernière fois, ce lundi, c'était sur les médias. Voilà, vient qui veut. Des fois, on est très nombreux, des fois, on est quatre, et puis ça marche comme ça. Le 2, c'est soirée-jeu. Donc, le 2 de chaque mois, on sort des jeux de société, et puis on découvre des nouvelles parties, de n'importe quoi. Et là, c'est pareil, vient qui veut, habitant ici ou pas d'ailleurs, c'est ouvert à l'extérieur. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas liées à la gouvernance seulement du projet. Mm. Mais effectivement, puisque tu parlais de gestion des conflits, c'est un des sujets sur lesquels on est plutôt content de nous. Déjà, il n'y a pas eu de départ autre que le décès que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on n'est pas si mal ici. Les conflits, bien sûr, il en émerge de temps en temps, mais on a à la fois des méthodes pour les gérer ou encore mieux les tuer dans l'œuf, et puis des gardiens de la bienveillance. Mm. C'est un des rôles que Marie-Ange a endossé pendant quelques années là, qui consiste à intervenir en médiatrice avec des méthodes aussi pour recréer du dialogue là où il y a eu de la tension, etc. Donc ça, c'est très important aussi. À l'échelle plus large du grand habitat participatif dans lequel on s'inscrit, aux 80, là, c'est un peu plus difficile. Il y a parfois des conflits qui se sont enlisés ou gangrénés parce qu'il n'y a justement pas eu cet apprentissage commun, cet accompagnement professionnel aussi dont on a pu bénéficier, ou cette connaissance de réseau avec les autres groupes de la région ou de Mm. France qui aurait pu permettre d'apprendre à gérer ça mieux. Mm. Oui, j'entends que vous avez aussi appris tout ça ensemble et que la communauté, enfin la coopérative a été un laboratoire aussi d'apprentissage pour chacun dans ces domaines-là. Euh, Et, qu'est-ce que... ce que je peux rajouter, c'est que Oui. nous, quand on est arrivé dans le groupe avec mon mari, en fait, moi, j'ai commencé parce que j'ai fait plusieurs groupes. C'est pas mon premier groupe d'appartenance, et donc je me disais où est le pervers narcissique dans le groupe? C'était ma première réaction. Et puis j'ai fait le tour des gens, et puis on est resté plusieurs mois hein, avant de prendre notre décision et tout. Et puis j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'est très important déjà de savoir.
il y a pas quelqu'un, tout le monde est de bonne volonté. Alors tout le monde n'a pas les mêmes caractères, tout le monde n'est pas à la même place, mais tout le monde est de bonne volonté. Et à partir de là, j'ai vu que ce groupe, il était très mature aussi déjà, parce Mm. qu'il avait des années de pratique. Donc, actuellement, si ça fait 5 ans qu'on est ensemble et qu'on n'a pas du tout envie de se quitter, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette maturité, elle a fait que petit à petit, on a mis en marche des processus de résolution de conflits, etc., quoi. Mm. Et ça fait rêver, mais c'est faisable. Moi, je pense que c'est faisable pour tous les groupes, mais il faut que cette maturité s'installe avant que ça explose, quoi. Il y a des moments de tension très forts, on en a eu, hein, où presque ça pouvait mettre en danger le projet, mais bon, on a pu rebondir là-dessus et petit à petit, ben, c'est comme un couple, hein, soit C'est ça ça. passe, soit ça casse, et voilà, mais c'est voilà ce que je voulais rajouter. Oui, j'entends, et c'est souvent le cas effectivement dans les collectifs, et tous les collectifs que j'ai eu l'occasion d'interroger le disent, hein. La question de maturité, de prendre le temps en fait. Il y a cette notion de temps qui intervient aussi dans la coopération, c'est que la coopération, ça prend du temps, Mm, il faut se donner le temps pour que ça fonctionne, mm, et il faut accepter peut-être d'être peut-être plus lent que certaines autres formes de collaboration, mais qui est très enrichissante parce qu'il y a de l'apprentissage commun, parce qu'il y a une histoire commune, et il y a un lien au-delà j'aime pas l'aspect, je pourrais pas dire l'aspect juridique, mais au-delà de la formalisation en coopération et en coopérative, il y a du lien humain qui se crée et mm. qui est vraiment le ciment de tout ça. Euh, c'est parfait, vous abordez plein de questions que j'ai même pas le temps de poser, donc c'est super. J'adore quand ça se passe comme ça. Juste de manière très pragmatique, parce que je pense que les auditeuristes vont peut-être se poser la question, qu'est-ce que vous partagez de commun? Quels sont les espaces communs ou les équipements communs que vous avez? Et qu'est-ce que vous avez choisi de garder, on va dire, dans le domaine individuel et particulier? Au niveau d'Abricop, on partage d'abord des espaces. On a 3 chambres d'amis pour 17 logements et on n'a jamais regretté d'en avoir prévu autant parce que ça nous sert vraiment. Elles sont souvent mobilisées, les 3. On a une buanderie avec 4 machines à laver. Actuellement, il nous en manque une et on voit qu'on commence à faire un peu la queue. Donc 4, c'est juste la bonne jauge aussi pour 17 logements. Personne n'a de machine à laver à la maison. On a mis la buanderie et les machines en plein milieu de l'immeuble pour que ça soit loin pour personne. Et du coup, ça marche Mm. très bien. On partage aussi 3 locaux de rangement mutualisés, ce qui permet très facilement d'emprunter les raquettes à neige ou l'appareil à raclette d'un voisin, euh, une perceuse, etc. Euh, on a aussi dans ces locaux de rangement acheté des grands congélateurs à tiroirs, ce qui permet à chaque ménage d'avoir son tiroir plus ou moins grand ou petit, qui permet de partager l'énergie fabriquant tout ce froid et d'éviter d'avoir forcément besoin d'un congélateur sur son frigo. Et puis dans ces espaces, on va aussi partager des aspirateurs, des escabeaux, etc., des tas de choses dont on peut avoir besoin de façon plus ou moins quotidienne et qui évite d'avoir chacun tous les appareils électroménagers qui sont presque toujours éteints aussi. Et on a encore un toit terrasse partagé, très bien aménagé, végétalisé pour partie, sur lequel on aura peut-être bientôt des ruches avec un partenaire du quartier. Et puis, comme dans beaucoup d'habitats participatifs, il y a tout un jeu d'accès aux appartements par des coursives. Et ça, les coursives, c'est vraiment une zone tampon entre le privatif et le commun, où il se passe beaucoup de vie sociale spontanée entre voisins, d'accès aux espaces communs, etc. Et puis, évidemment, comme partout dans les habitats participatifs, notre coopérative a une grande salle commune avec un chouette coin cuisine. C'est un espace à la fois utile à la coopérative et appropriable pour un temps donné par chacun d'entre nous, pour une fête de famille ou autre, si un jour on a besoin d'un espace plus grand que son propre salon, quoi. On a aussi un petit jardin de rez-de-chaussée devant cette salle et qui donne elle aussi sur l'extérieur, le grand jardin de cœur d'îlot qu'on partage avec nos voisins. On a également un hall d'immeuble qui est beaucoup plus qu'un hall d'immeuble. C'est un gros stationnement vélo sur 2 niveaux comme dans une gare. C'est des canapés très conviviaux où on peut s'arrêter et lire son courrier en attendant que d'autres voisins passent. C'est là qu'on réserve les ressources communes, qu'on affiche les événements communs, qu'on a un tableau de partage d'informations, une petite expo sur les autres coopératives ou habitats participatifs avec lesquels on est en réseau, où on explique ce qu'on a voulu concrétiser ici physiquement avec nos architectes. C'est vraiment un lieu de pédagogie sur le projet
concrétisé. Qu'est-ce qu'on partage encore ensemble? C'est déjà pas mal, je crois, au niveau d'Abricop. Ah si, une ou deux places de parking qui sont mutualisées comme les chambres d'amis pour accueillir des gens extérieurs. Et puis, à l'écart, pas ici physiquement, une sympathisante met à disposition son jardin privatif dans sa maison, là, à un ou deux kilomètres. Et donc, ça nous permet, au moins ceux d'entre nous qui le souhaitent, de jardiner chez elle et d'avoir un partage comme ça de temps en temps d'herbes aromatiques ou de légumes, une fraise. Et après, au niveau de l'habitat participatif, on a un jardin commun avec des jeux pour les enfants. Un grand local à vélo, du stockage de ouais. paille, d'outils. Voilà, et une grande salle commune qui a 2 fois la taille de la nôtre, même plus peut-être, et un atelier bricolage aussi. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'espaces qui peuvent être. Enfin, on n'est pas. Nous, on a 50 mètres carrés. Notre maison faisait 150 mètres carrés. Et ce qui nous a fait très peur, c'était de se dire mais nos enfants, on va les mettre où quand ils vont venir? Et même si c'est des grands enfants, hein, ils sont des adultes, mais on savait quand même qu'ils étaient attachés à leurs parents et qu'ils aimeraient revenir. Et ça pose pas de problème parce qu'il y a tous ces espaces qui. C'est comme une matrice, quoi, cet habitat. Les murs sont pas en dur, c'est un ventre un peu élastique qui permet. À un moment, notre fils est revenu, c'était pendant le Covid, donc il avait une chambre d'amis pour lui tout seul, puisque plus personne ne venait. Et en plus, il y avait ma copine orthophoniste qui n'était pas là et qui avait dit, mais si Merlin a besoin de travailler, il était en télétravail, il peut prendre mon appartement. Et du coup, il avait plus qu'à la maison, quoi, en fait. Il avait chez nous pour manger, etc. Sa chambre et en plus un bureau, quoi. Donc, ça, c'est très important parce que ça, on s'en rend pas compte avant de le vivre, à quel point ces espaces permettent une respiration, quoi. On n'est pas confiné dans notre T2, quoi, loin de là. Oui, c'est vrai, il y a non seulement ce qu'on partage de manière officielle parce que ça appartient à la coopérative, mais un peu comme l'appareil à raclette que j'évoquais rapidement tout à l'heure, on se loue à prix de revient des voitures pour des usages privatifs, on fait de l'autopartage entre particuliers, quoi. On prête son tandem aux voisins qui utilisent ce genre-là, on a même un vélo partagé à l'échelle des 89 logements de l'habitat participatif. On partage pas mal de choses comme ça qui peuvent appartenir aux uns ou aux autres mais qui sont disponibles. Et effectivement, on peut emprunter un appartement de personnes absentes sur un week-end entier pour y faire une réunion avec d'autres personnes de la Fédération Habicop qui viennent à Toulouse ce week-end-là, entre deux concerts du festival organisé par certains voisins. Enfin, voilà, c'est riche. Ouais, on entend une vraie richesse, une vraie abondance. J'ai le mot abondance qui me vient tout de suite à l'esprit parce que oui, il y a des choses qui sont formalisées, écrites peut-être dans une charte de fonctionnement, et puis il y a tout ce lien humain et tout ça qui crée aussi de l'abondance parce que finalement, on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès si on avait sa maison individuelle dans un quartier classique, j'ai envie de dire. Ouais. En Euh, fait, oui, Marie-Laure, non, vas-y, parce que vas-y. si vous voulez, moi, je me suis dit, je vais habiter là-dedans. On sort cet immeuble d'une vision capitaliste de Mm, l'habitat. Mais en même temps, en y habitant, je sors d'une vision capitaliste de ma manière de vivre, parce mm, que ces espaces qui sont comme une matrice souple, c'est le contraire de la propriété privée, où là c'est chez moi, et puis là c'est chez toi, quoi. mm, Et il y a un mur, et là il n'y a plus de mur. Il mm, y a une espèce de souplesse qui Mm. fait on a nos endroits intimes et qui restent intimes, et ça je pense que tout le monde hein, dans l'habitat ouvre pas la porte du voisin en disant coucou, je viens m'installer pour manger, quoi. Vraiment pas. Chacun a vraiment à cœur de respecter l'intimité de chacun. Mais après, il y a cette ouverture à cette espèce de fluidité d'être et de faire que j'ai jamais trouvé ailleurs. Et ça, pour moi, on est déjà sorti du capitalisme. Il y a mm. des petits îlots comme ça de gens qui réfléchissent et qui vivent autrement les choses, quoi. Ouais. Et ça, enfin, c'est une expérience vivante, c'est Mm. pas, c'est pas une théorie, quoi. Ouais.
Voilà. C'est vrai. Et l'abondance passe parfois paradoxalement par une certaine sobriété. Là, Oui. par exemple, on est en plein hiver. Ça se voit pas parce qu'un podcast, il n'y a pas d'image, mais je suis en chemise pour cet enregistrement euh, parce que on a pu concevoir ensemble notre immeuble en imposant à nos architectes et aux entreprises partenaires de faire un immeuble hyper bien isolé, non seulement pour que je sois en chemise en hiver, mais aussi pour qu'on ne soit pas à suer dans nos lits pendant tout l'été. Ouais. Puisqu'on a aussi des gros problèmes de chaleur estivale, Mm. évidemment. Ça marche hyper bien et ça nous permet de ne pas avoir à chauffer, alors même qu'on est chauffé par le réseau de chaleur urbain d'un incinérateur en plus. Donc il n'y a même pas besoin de produire de la chaleur pour nous chauffer. Cette chaleur est produite de toute façon et ça chauffe aussi notre eau chaude au robinet. Hein. Euh, Mm. mais du coup, on arrive comme ça à bénéficier de calories sans avoir à les produire, quoi. Parce qu'on ne tire pas sur le réseau et que d'autre part, parce que même quand on tire dessus, c'est collectif. Donc il y a des choses comme ça qu'on a un peu inventées nous-mêmes dans le projet et d'autres qui étaient inventés pour l'ensemble de l'écoquartier et dont on a profité en choisissant d'établir et de faire construire notre coopérative d'habitants plutôt ici qu'ailleurs dans Toulouse pour bénéficier des aspects écologiques qu'il pouvait y avoir dans ce quartier et qu'on n'aurait pas forcément trouvé ailleurs. J'ai envie, on parlait capitalisme, j'ai envie justement d'aller dans ce détail un peu juridique, structurel. Comment fonctionne la coopérative, vraiment dans son fonctionnement, voilà, comment on devient propriétaire, comment vous êtes devenu propriétaire, ça veut dire quoi être propriétaire dans la coopérative, etc. Si on peut, pareil, d'un côté un peu pragmatique, expliquer aux auditeuristes, parce que peut-être que ça va en inspirer quelques-uns, quelques-unes, et qui aimeraient peut-être en savoir plus. Alors précisément, nous ne deviendrons jamais propriétaires. D'accord. Et nous sommes beaucoup plus que locataires aussi. C'est-à-dire que là, quand on parle de troisième voie, parfois ça peut être un peu factice, mais les coopératives, dans le domaine de l'habitat en tout cas, c'est vraiment une troisième voie qui n'est ni la location ni la propriété. Concrètement, Marie-Ange ou moi-même sommes propriétaires de parts sociales de notre coopérative. Ces parts sociales, ce n'est pas des actions qui fluctuent en fonction d'une valeur de marché. C'est vraiment, si j'ai mis 1000 ou 100 000 euros dans l'affaire, je repars avec la même somme, plus un indice qui tient compte de l'inflation sur la période de détention, mais pas de la spéculation immobilière. Voilà, donc ça c'est vraiment un premier objectif. On cherche à faire quelque chose qui correspond à des coûts d'usage, mais pas à des prix de marché. Et en ça, le statut de coopérative a déjà un côté sorti du capitalisme, c'est-à-dire qu'il y a bien la dimension de propriété d'un patrimoine à travers ses parts sociales, mais il ne s'agit pas d'un patrimoine lucratif. La propriété lucrative, c'est vraiment une des institutions centrales du capitalisme. Ensuite, on a chaque mois une redevance à payer qui va fortement dépendre évidemment des surfaces des appartements. On parle de prix par mètre carré, mais le prix par mètre carré va dépendre de est-ce qu'on habite un logement social ou pas dans l'ensemble des coopératives d'habitants. Il y a des logements plus ou moins sociaux, je ne rentre pas dans les détails, plus ou moins chers en prix de revient et donc en loyer. Et puis des logements intermédiaires et des logements à loyer libre pour les personnes qui ont les revenus les plus confortables. Et donc, on essaye dans les coopératives d'habitants d'avoir la plus forte variété de logements comme ça, même si, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est pas ça le plus facile à faire techniquement, parce que tout le droit et les mécanismes des bailleurs sociaux en France sont faits pour qu'on sépare plutôt les catégories sociales, cage d'escalier par cage d'escalier, et qu'on ne sait pas par quartier entier. Donc, ça, c'est un aspect important. On essaye, dans les coopératives d'habitants, d'apporter, en fonction de nos patrimoines disponibles. Chez nous, il y a des gens qui ont amené seulement 1000 euros ou 100 euros de capital et d'autres qui ont apporté 130 000 euros. Donc là, par contre, ceux-là, on leur a demandé de ne pas tout mettre en capital pour qu'on ne soit pas obligé de tout leur rembourser vite quand ils s'en vont et donc qu'on ne soit pas obligé de les remplacer par quelqu'un qui apporte autant pour pas que ça soit une recherche trop difficile d'une part et pour pas embourgeoiser l'immeuble au fil du temps non plus, quoi. Mmh. Que ça reste ouvert à différentes bourses. Voilà, donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel de la coopérative d'habitants. Je paye en fonction de mes moyens, aussi bien à l'investissement initial que chaque mois. Et ce qui est le plus difficile à formaliser peut-être, c'est que les parts sociales que j'achète, c'est pas des morceaux de mon logement. Dans une SCI d'accession,
finalement, le cumul de mes parts sociales, au moins dans la durée, ça correspond au prix de mon logement sur le marché. Mm. En coopérative d'habitants, pas du tout. La part sociale, elle n'est pas liée à mon logement. C'est comme si je détenais, je sais pas moi, une action du groupe Total. Je détiens pas une pompe dans une station-service, quoi. Je détiens un truc immatériel d'une certaine façon. Alors ici, c'est évidemment tout l'inverse. J'ai fait exprès de prendre l'exemple le plus choquant possible. Mais sur la logique de la propriété qui n'est pas reliée à un objet en particulier, c'est juste quand même. Et qu'est-ce que je pouvais ajouter là-dessus? La détention des parts, oui, c'est ça. L'immeuble vaut 3 millions d'euros à peu près à la création en prix de revient, peut-être plus à prix de marché, on ne cherche même pas à le savoir. Et on ne cherche pas à détenir un jour des parts sociales jusqu'à 3 millions d'euros. Ce qu'on a mis sur la table, c'est plutôt le quart ou le tiers de ça, et ça nous suffit. On n'a pas besoin de mettre plus un jour. C'est plusieurs générations d'habitants successives qui vont rembourser les emprunts initiaux qu'on a souscrits, enfin que la coopérative a souscrit. C'est ça qui est très important aussi, c'est que ceux d'entre nous qui sont en CDD, qui n'ont pas d'emploi du tout, qui sont en arrêt maladie de longue durée, qui sont vieillissants ou handicapés, ils peuvent quand même accéder à l'emprunt parce que c'est pas eux qui empruntent, c'est la coopérative. Et ça, pour moi, c'est une des dimensions les plus décisives de ce qu'on fait, c'est qu'il y a une inclusivité non seulement sociale, mais aussi hyper liée au caractère structurel de cet emprunt collectif et pour un montant qui n'a rien à voir avec le prix de l'immeuble. Le capital de la coopérative et la valeur du bien immobilier qu'elle détient sont durablement décorrélés. Euh, mais pour le coup, on n'est pas non plus des martyrs qui cherchent à s'auto-flageller. Et chaque mois, la redevance que nous payons à la coopérative, elle est pour partie constituée d'un loyer qu'on perd parce qu'il y a des loyers, des impôts à payer, des intérêts d'emprunt, enfin, des choses qui ne sont pas de l'enrichissement. Et puis, pour partie aussi, c'est une épargne récupérable à terme, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser comme ça aux futurs habitants ou aux banques partenaires qui nous ont aidés à concrétiser le projet, des sommes qui sont en fait le fruit de notre travail présent ou passé. Oui, donc c'est bien qu'on comprenne bien, c'est que peu importe que je mette 100 000 ou 100 000 euros, je peux avoir un T2, un T3, un T4, peu importe en fait. Exactement. Ok. Et habiter un logement social ou pas, puisque l'accès au logement social dépend des revenus et non pas du patrimoine. Ok. C'est effectivement hyper inclusif, oui, parce que du coup, peu importe ma situation personnelle, professionnelle, la chance que j'ai eue ou pas de naître dans une bonne famille avec un bon capital ou pas, j'accède à un logement et j'accède aussi à une communauté qui me permet aussi peut-être d'avoir accès à des choses que je n'aurais pas eu accès si j'avais suivi un chemin dicté par ma situation. Ok. Donc Oui, certains d'entre nous ont pu, par choix militant, privilégier la propriété collective à la propriété individuelle, mais pour d'autres, au contraire, la propriété collective était la seule alternative pour reprendre le pouvoir par rapport à la location. Beaucoup d'entre nous étaient condamnés à la location si on ne se montait pas en coopérative. Souvent, la coopérative d'habitants peut être perçue comme une lubie de bobo dans un pays où c'est naissant comme la France. Mais la vérité, c'est que la plupart des Genevois pourraient simplement pas se loger autrement qu'en étant des locataires qui engraissent des rentiers s'il n'y avait pas des coopératives à Genève, quoi, hein. C'est vraiment une alternative à ça. Ouais, En plus, enfin, moi, j'ai compté le nombre d'habitants depuis qu'on y habite qui ont changé de travail. Et sur on est combien d'adultes? 20, Un peu plus de 22? 20, entre 20 et 25 selon les moments, mais Voilà, à peu près. Ben, il y en a déjà 5 qui étaient dans un boulot qui ne leur plaisait pas et qui ont pu changer de situation. Parce que, enfin pour moi, et ça n'a jamais été dit comme ça, et c'est juste, j'ai réfléchi les choses comme ça, mais c'est parce qu'il y avait comme un espèce de filet de sécurité qui faisait que, bon, on peut quand même se le permettre parce qu'on sait que notre loyer pourra un petit peu descendre, mais que ça n'impactera pas trop les autres, enfin, etc. Une espèce de sécurité qui fait qu'on peut aller vers ce qu'on aime faire. Et je vois des gens beaucoup plus heureux dans leur nouveau métier que ce qu'il était dans l'ancien. Et pour ces 5 personnes-là, c'est le cas. Donc, il y a aussi ça, quoi. C'est comme un bénéfice secondaire, mais qui est très important, en fait, parce que du coup, on est dans une coopérative où il y a beaucoup de gens heureux aussi. Ça aide ça aide à l'énergie collective, mais parce qu'ils ont pu faire ce chemin-là. Et je ne suis pas sûre qu'ils l'auraient fait s'ils avaient tous les mois tant à payer et que le propriétaire
ben, tergiverse pas, quoi. C'est ça. Et Ou puis, qu'il y a ou qu'il y a un prêt bancaire Ou un qui met prêt un peu, bancaire, voilà, qui met un peu la ne pression et demande qui... pas si tu es heureux dans ton travail, hein. C'est ça. ce qui est très intéressant aussi, c'est à la fois, pas seulement en coopérative d'habitants pour le coup, mais tous les habitats participatifs, c'est la seule solution qui permet de concevoir son immeuble et son appartement. Mm. D'habitude, même si on est très riche, on achète auprès d'un promoteur un appartement sur plan ou on achète un appartement ancien qui a été conçu par d'autres. Et dans le meilleur des cas, on peut en remanier l'intérieur, mais y a guère que des maisons individuelles qu'on peut faire à sa main. Là, ça nous a permis de concevoir ensemble non seulement chacun notre appart, mais tous ensemble aussi notre programme commun, sans jeu de mots, d'espace partagé. Et puis, on a vraiment comme ça travaillé main dans la main avec des architectes qu'on a nous-mêmes choisis aussi, du coup. Mm. Alors que d'habitude, pareil, quand on achète un appart, on ne choisit pas l'architecte de l'immeuble, hein. Et donc, à la fois, les appartements sont conçus par les premiers habitants, ce qui permet d'avoir des appartements vraiment à la main de. Je prends un exemple tout bête, mais à côté de moi se trouve un buffet, une table ou un canapé. On les avait mesurés avec ma femme et on était arrivé chez l'architecte avec ces petits dessins là pour qu'elle fasse un appart dans lequel nos meubles puissent entrer, quoi. Mm. On n'arrivait pas à faire tenir tout ça et à respecter en même temps les normes handicapées. Et donc, on a retravaillé la forme même de l'immeuble pour que cet appart puisse passer en enlevant un bout de balcon, en rajoutant un bout de chambre. Et pourquoi normes handicapées? C'est pas parce que ma femme, moi ou nos filles sont handicapées. C'est parce que on a tenu à ce que tous les apparts le soient. C'est-à-dire qu'on n'a pas dessiné ici l'appartement des Berthets et de leurs enfants. On a dessiné ici un appartement dont nous sommes les premiers occupants, mais qui est un appartement pour une famille durablement. Et donc, nous-mêmes ou d'autres plus tard pourront être handicapés dans cet appart, et c'est anticipé, et c'est important aussi dans un lieu avec une vie collective que tout un chacun puisse aller voir ses voisins, tous ses voisins, et puisse aller dans tous les espaces communs qui sont répartis entre tous les étages. Et donc cette accessibilité intégrale, elle était indispensable aussi au bon fonctionnement. Voilà. Donc on a à la fois une adaptabilité aux besoins des uns et des autres, qui est vraiment quelque chose qui part de besoins d'habitants, même si c'est seulement les premiers qui étaient là au moment où on a fait les dessins, et qui est pas le fruit d'un montage optimisé pour un bailleur, un promoteur, un architecte voilà, les professionnels de l'acte de construire. C'est un choix d'habitants et puis à la fois on a cette pensée pour les suivants qui fait qu'on ne dessine pas l'appartement d'un tel, mais l'appartement de la coopérative qui a vocation à changer de main dans le temps. D'ailleurs, quand nos filles seront parties, peut-être qu'on déménagera dans l'immeuble sans avoir à repasser chez le notaire, puisqu'il n'y a pas de changement de propriétaire, pour occuper un appartement plus petit et laisser cet appartement-là à des gens qui, à leur tour, auront des enfants à loger dans un espace attenant à leur pièce commune, quoi. Mm, mm. Il y a deux mots qui me viennent. Il y a l'autodétermination. C'est vraiment ce genre de façon de faire, d'habiter ensemble, de coopérer ensemble, permet l'autodétermination de chacun. Il y a un autre mot qui me venait, mais je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Et qui est vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on soupçonne pas en fait quand on en entend parler un peu de l'habitat participatif, tout ça, mais ce fonctionnement en coopérative est vraiment plus puissant encore que l'habitat participatif, j'ai l'impression, parce il est multidimensionnel et en fait on le mesure pas, on le mesure pas quand on s'y intéresse pas en fait. Euh, on va bientôt on va se diriger vers la fin de l'échange et j'ai envie de vous projeter un peu dans l'avenir. C'est quoi pour vous, pour la coopérative et pour vous, dans les prochains grands projets ou grandes étapes dans votre coopérative? Vas-y. Alors, on a décidé récemment de mettre 5 000 euros pour commencer dans une foncière qu'on est en train de créer à l'échelle lyonnaise d'abord, mais pour l'ensemble du pays le plus vite possible, qui vise à aider d'autres coopératives d'habitants à se monter à travers le pays, qui pour l'instant n'arrivent pas à boucler leur budget, surtout avec ces projets de mixité sociale où tout le monde n'a pas des moyens faramineux, parce que le foncier coûte toujours cher et le prix des travaux s'est envolé du fait de la raréfaction de l'énergie et des matériaux et du fait de la conjoncture géopolitique, d'autre part. Et du coup, l'une des solutions, c'est de créer cette société foncière nationale
géré par notre fédération à Bicop pour que ça ne devienne pas un outil de spéculation, que ça soit très contrôlé, comme Terre de Liens a pu créer sa foncière pour des terres d'agriculture biologique, par exemple, ou la Fondation Abbé Pierre pour du très social. Et l'idée, c'est que la Société nationale serait durablement propriétaire du sol et que chaque coopérative d'habitants n'aurait qu'à payer le bâti, l'amortissement du prix du sol se faisant sur un siècle. Et ça permet du coup de boucler des budgets, alors qu'aujourd'hui, les projets sont tués dans l'œuf à cause de la dérive des prix. Donc de ne pas renoncer au droit fondamental à se loger, mais en utilisant les réserves d'argent provisionnées par les premières coopératives d'habitants réalisées, et puis par les membres qui, en tant que personnes physiques, voudraient abonder aussi, pour pouvoir permettre à d'autres de sortir à travers le pays et ainsi amorcer une pompe pour créer un vrai mouvement un peu partout. Je dis souvent que notre immeuble n'est qu'une brique, ou alors il ne sert à rien. On ne sort pas de la spéculation avec seulement 17 logements. Il faut en faire plein d'autres un peu partout, à Toulouse, à la campagne et ailleurs en France, pour que ça ait du sens. Mm. Voilà. Marie-Ange, tu peux rajouter quelque chose? Oui, alors quand tu as dit ça, en fait, je me disais, on a, on a construit à Bricop, on habite à Bricop, mais on habite aussi les Quatre Vents, puis on habite aussi le quartier, et je sens là un grand mouvement vers comment habiter bien ce quartier, avec des projets citoyens qui se mettent en place, mais de manière assez naturelle, quoi, comme des petites pousses qui apparaissent. Et aussi bien, c'est un quartier aussi qui est en mixité sociale, hein, il y a 30% de logements sociaux. Et du coup, euh, voilà, l'avenir aussi, je le vois. Ben nous, on est dans notre fonctionnement et ça marche, quoi. Comment faire que pour déjà l'habitat participatif et pour le quartier, ça devienne aussi une sorte d'abricop, un grand abricop avec tout ce qu'on peut trouver ici à l'intérieur. Et donc, ben, il y a Zicozilo un- qui a l'initiative d'un des abricopains, là, qui en juin, juillet et en septembre, il y a des festivals, des concerts qui se font dans les îlots des immeubles, parce que souvent les immeubles sont construits comme le nôtre autour d'un îlot de verdure, quoi. Après, le comité de quartier, il y a des membres d'Abricot qui sont dans le comité de quartier, et vraiment, on a un très bon comité de quartier qui prend les choses en main et qui fait ça très bien. Et là, on a un projet avec des gens des 80 de se former au cercle restauratif, parce qu'on se rend compte que c'est peut-être un outil qui peut être utile pour nous au sein de notre habitat participatif, mais aussi sur le quartier. Et donc, on est allé voir le président des commerçants du quartier en disant, on veut se former, il y a la Maïf qui fait un projet, qui fait des appels à projets, qui pourrait nous financer. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire une lettre de soutien? Il nous dit tout à fait d'accord. Il faut prendre les choses au début, quand les incivilités commencent à apparaître, les choses comme ça. Donc, on a un projet comme ça d'une dizaine d'habitants qui pourraient se former au cercle restauratif et pouvoir diffuser cette manière de faire dans le quartier pour que les conflits puissent se gérer d'une autre manière qu'avec le flic ou avec son bâton ou les caméras partout, qu'on va nous imposer bientôt. Voilà. Et malheureusement, on est parfois obligé de s'opposer aussi. Et là, sur ma droite, s'il n'y avait pas du brouillard aujourd'hui, que je me mettais debout, je pourrais voir les Pyrénées, parce que derrière le premier équipement public là, qui est sur ma droite et qui est une école, une crèche, une halte garderie de seulement 2 étages et demi, pour dire vite, était prévu un autre gros équipement public, mais pas très haut, justement pour préserver ces vues vers le sud, la lumière, etc. Et les élus actuels de Toulouse voudraient remplacer cet équipement public bas par des bureaux de standing sur une grande hauteur. Ce qui évidemment ne convient pas du tout, ne convient pas davantage aux propriétaires privés qui ont acheté des appartes dans l'îlot d'à côté. Et donc là, on a monté avec des voisins de l'ensemble du quartier un collectif d'opposition à ce projet fou qui est purement financier dans son approche, pour au contraire privilégier l'intérêt collectif, les relations avec les quartiers attenants, en gardant là un projet qui ne serait pas forcément complètement public, mais en tout cas complètement d'intérêt général, et en respectant les premiers engagements qui avaient été pris par les ménageurs, et en repensant à une échelle un peu plus large ce qu'il peut y avoir d'urbanisme intéressant à construire pour ménager l'ensemble des intérêts en jeu. On a à côté un énorme aspirateur à voiture, un parking de Zénith avec des milliers de places gratuites. Enfin, il y a vraiment moyen de faire de l'urbanisme autrement qu'en gardant un îlot de chaleur aussi contre-productif.
Et, et aussi, on a monté une foncière citoyenne pour racheter des pieds d'immeubles où normalement il y a des magasins, pour pouvoir mettre là des magasins qui nous intéressent, c'est-à-dire au lieu que ce soit une banque ou une agence immobilière, que ce soit le cordonnier, L'économie circulaire pour redonner une deuxième vie aux objets. voilà, Voilà. enfin, voilà, des magasins qui peuvent nous intéresser dans le quartier. Donc on est aussi en train de monter ça, on est en train d'acheter le premier espace pour ça et on se dit que enfin, on a la prétention de pouvoir acheter d'autres ensuite en se disant y a pas, là aussi on peut faire quelque chose, quoi. Voilà. Ouais. Et donc j'ai le mot qui avait disparu dans mon esprit tout à l'heure, qui me revient, ça s'appelle je pensais au bien commun. Vous œuvrez évidemment pour votre habitat, mais on sent vraiment dans la coopérative la volonté d'œuvrer pour le bien commun, de concevoir des appartements, tu racontais ça Thomas, qui soient utiles aussi pour vous aujourd'hui, mais en pensant aux futurs utilisateurs et aux futurs habitants. Et donc c'était vraiment ça, cette attention et ce soin au bien commun qui transparaît dans ce que vous racontez. Mm. J'étais prise d'un grand mouvement d'espoir en vous écoutant, d'optimisme en vous écoutant. Je voulais vous le dire et vous remercier pour ça avant qu'on arrive à la conclusion, parce que vraiment, j'espère que ça générera ça aussi chez ceux qui vont nous écouter, parce que vraiment, voilà, ça m'a parcouru en vous écoutant là sur vos projets. Donc, un grand merci pour ça. Je termine toujours mes échanges avec quelque chose que vous auriez envie de partager comme un livre, un documentaire ou quelque chose culturel qui aurait été un élément décisif ou déclencheur dans votre envie de participer à ce genre de projet. Est-ce que vous avez un livre, un documentaire, une ressource à nous partager? Moi ce qui me traversait, c'était La Belle Verte de Colline Serrault, film magnifique, là, qui n'est pas directement sur l'habitat participatif, mais quand même qui ouvre d'autres perspectives, quoi, de vie. C'est Voilà. rigolo parce que j'accueillais des cousins chez moi cette nuit et je leur ai justement, avec ma femme hier soir, montré la bande-annonce de ce film comme étant un truc qu'ils pouvaient regarder avec leur fille à la prochaine occasion. Voilà. Donc, on a des références communes un peu. Et moi, j'avais envie de promouvoir un tout petit bouquin qui se lit hyper vite, qui doit coûter 5 ou 6 euros et qui est même en téléchargement gratuit sur Internet et qui s'appelle L'histoire des équitables pionniers de Rochdale. D'accord. Les équitables pionniers de Rochdale, c'est le nom de la première coopérative qui a connu un succès sur la longue durée à partir de la première moitié du 19e siècle, 1820 ou 30, dans une banlieue ultra populaire de Manchester où les ouvriers du textile vivaient dans des conditions abominables, tout à fait exploitées par ces débuts de la révolution industrielle, et où ils ont décidé de se monter en coopérative, d'abord juste pour un petit groupement d'achat de beurre ou de farine, et puis rapidement pour investir sur la propriété, la culture, l'éducation, et vraiment changer d'échelle et sortir de la misère dans laquelle ils étaient enfermés en reprenant le pouvoir sur leur vie et en organisant ça de manière coopérative. Voilà, le mouvement coopératif avait eu quelques soubresauts avant, à Lyon notamment, mais c'était mort-né. Mais il est vraiment né là, et finalement, si on peut aujourd'hui encore monter des coopératives d'habitants ailleurs dans le monde, c'est parce que on a été précédé par ces grands anciens qui déjà avaient posé les fondamentaux des grands principes coopératifs qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Donc, plutôt que d'apprendre une liste sur le site de COPFR qui réunit toutes les coopératives de France, moi, je pense que le plus sympa, c'est de lire ce petit fascicule, Les équitables pionniers de Rochdale ou l'histoire des équitables pionniers de Rochdale. D'accord. Comme dans tous mes épisodes, je mettrai dans la description de l'épisode justement toutes les ressources que vous avez citées pour que les auditoristes les retrouvent rapidement et facilement. Merci pour ça. En plus, ça faisait très longtemps qu'un invité n'avait pas parlé d'un film. Donc, merci beaucoup, Marie-Ange, pour La Belle Verte. Ça m'a donné aussi envie de le revoir. Donc, voilà. Euh, je termine toujours mes échanges avec deux questions. Vous allez en choisir une à laquelle vous souhaitez répondre. Je vous pose les deux questions, puis ensuite, vous choisissez, vous réfléchissez. Euh, la première question, c'est avec quoi vous repartez de notre échange?
Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est quel prochain petit pas vous aimeriez faire au sein de votre collectif pour davantage de coopération, plus de coopération? Moi, je vais choisir la première. Avec quoi je repars, c'est plein de choses nouvelles que Thomas a dit que je ne connaissais pas. Donc, voilà, échange de savoir. Et aussi, merci, j'ai trouvé que vos questions étaient très pertinentes. Et ce que vous en faisiez après, les mots-clés que vous sortiez, c'était tout à fait ça. Donc, c'est comme une richesse de mots que je vais pouvoir, pour la prochaine interview, je vais pouvoir me resservir par rapport à... Non, c'était très agréable. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'aurais bien répondu à celle-là aussi, mais le prochain petit pas, est-ce qu'il faut entendre le prochain petit pas pour Abricop, pour le collectif, ou c'est une Oui, question ou pour soi. pour soi, d'accord. Alors, moi, j'aurais bien envie de dire que le prochain petit pas, ça serait de bien poursuivre à nous auto-organiser pour tenir sur la durée. C'est-à-dire que si on se laisse happer dans ces projets collectifs multidimensionnels, on peut rapidement y laisser sa santé. L'espèce de burn-out collectif, c'est finalement un sujet qui revient aussi dans les partages d'expériences des colibris, des écolieux, là, etc. Donc, c'est un des risques à anticiper. C'est super de faire plein de choses, de proposer, de faire ensemble, etc. Mais il ne faut pas s'y noyer non plus. Et l'ensemble de ce qu'on a pu évoquer ici en 1 heure, à la fois ça fait rêver et à la fois c'est beaucoup de travail quand on y réfléchit. Donc moi je repartais plutôt avec non pas la frustration que je peux ressentir parfois de ne pas faire ou de ne pas faire bien tout ce qu'on ne trouve pas le temps de faire mieux, mais au contraire avec la satisfaction d'avoir pu évoquer avec toi et pour les auditeurs tout ce qu'on va pouvoir euh, réaliser qu'on a fait. Et c'est déjà bien de faire tout ça, même si par rapport à la fulgurance des enjeux contemporains qui nous dépassent, c'est forcément jamais suffisant, quoi. Mais c'est important, à mon avis, de rester vif, alerte et heureux dans ce contexte pour être enthousiasmant et créer des effets boule de neige qui motivent d'autres personnes à se lancer dans ce type d'aventure plutôt que de s'y épuiser bêtement, quoi. Voilà. C'est effectivement un conseil précieux. Je l'entends régulièrement aussi dans les collectifs que je côtoie, où effectivement l'épuisement n'est jamais très loin si on ne fait pas attention. Complètement. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment, j'étais ravie. Ça m'a donné un bon coup de boost et d'optimisme pour le reste de ma semaine et de ma journée. Vraiment un grand merci. J'espère que ce sera le cas et qu'on aura réussi à transmettre ça aux auditeuristes qui nous écoutent. Un grand, grand merci à vous deux. Et puis à très bientôt, peut-être ici ou ailleurs dans le milieu coopératif. Merci. 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 Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura rendu curieuse ou curieux, vous aura étonné ou inspiré. J'espère aussi que cela vous donnera l'envie d'insuffler à votre tour l'esprit de coopération autour de vous. Si ces questions de coopération, de vivre en collectivité autrement, vous intéressent, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter. J'y partage 2 fois par mois des astuces, des outils, des réflexions et des inspirations sur le sujet du travailler en équipe autrement. Les abonnés de ma newsletter ont également la chance d'avoir accès la veille de la sortie de l'épisode à des questions bonus que j'ai posées à mes invités. Retrouvez vite la question bonus que j'ai posée à Marie-Ange et Thomas en vous abonnant grâce au lien dans la description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.